bienvenue dans Partageons l'économie, le forum organisé par la Tribune qui est consacré à l'engagement RSE au temps des actes. Vous pouvez nous suivre en direct puis en replay sur latribune.fr et en podcast sur Spotify. Alors cet après-midi au programme, la compétitivité des entreprises. Est-ce que la RSE peut constituer un levier de compétitivité ou au contraire, est-ce qu'elle vient freiner la performance des entreprises, créer un carcan? Avec nous pour discuter de ces sujets, Julie Walbaum. Bonjour Julie, vous êtes CEO de Maisons du Monde. Donc c'est une enseigne de distribution d'ameublement, de décoration et je le rappelle, une entreprise cotée également. Stéphanie Goujon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de French Impact, qui est un accélérateur qui fédère l'écosystème français de l'innovation sociale et environnementale également. Parfaitement. En Zoom avec nous à distance, Fabrice Bonifay. Fabrice, bonjour. Vous êtes bonjour, à la fois président du C3D, qui est le collège des directeurs du développement durable. Et puis vous êtes aussi, alors je reprends ma fiche, directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. C'est ça. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Julie, je me tourne vers vous. Donc, Maisons du Monde, c'est un groupe international, notamment par son secteur d'activité, qui implique des enjeux importants en termes de sourcing, de fabrication. Aujourd'hui, comment est-ce que cette composante internationale influence votre approche de la RSE et la façon dont elle infuse dans votre entreprise ? Nous voyons la RSE à deux niveaux. Maisons du Monde se veut une entreprise responsable d'un côté et citoyenne de l'autre. Cette responsabilité, c'est vraiment opérer de la façon la plus prospère possible pour tous. Donc, en effet, un bassin de sourcing qui pour nous est assez lointain puisque l'on source à 90% en Asie. Donc, c'est vraiment appliquer les meilleures pratiques de conditions sociales et environnementales de production dans les différents pays de production, en anticipation et en étant mieux disant que les réglementations locales, la plupart du temps. Donc, c'est justement insuffler ces bonnes pratiques. Par exemple, on organise des relations interfournisseurs en Inde, en Chine, pour que ceux qui avaient les meilleures pratiques ESG, typiquement en emploi, sur des emplois type indéterminé, sur l'emploi des femmes, démontrent à leurs collègues en quoi cette meilleure performance ESG amène à une meilleure performance économique, parce que moins de turnover, donc une meilleure stabilité dans la production et un meilleur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment notre intervention sur nos pays de production. Et sur nos pays d'opération, qui sont plutôt en Europe, on a cette logique citoyenne qui est d'amener en fait à nos clients la connaissance et la possibilité de contribuer aux causes que nous soutenons, puisque nous avons une fondation depuis 2016 pour soutenir l'arbre et la forêt. Et donc, on met en place des mécaniques comme l'arrondi en caisse, où on permet à nos 10 millions de clients d'arrondir à l'euro supérieur leurs achats en magasin pour aller soutenir les associations. Et donc concrètement, il y a des pratiques que vous avez changées, il y a des modes de fonctionnement que vous avez modifiés sous l'impulsion de la RSE. Oui, bien sûr. Alors, sur le mode opératoire, on a une politique RSE que l'on décline à tous les niveaux de l'organisation. Si je prends l'exemple très concret des magasins, on a des référents RSE qui amènent des nouvelles pratiques. Alors, ils sont mobilisés autour d'une plateforme qui est animée en centrale par l'entreprise avec des challenges pour qu'on arrive avec des cibles concrètes. Donc, typiquement, en 4 ans, on a réduit de 25% l'énergie consommée dans nos magasins grâce à ces pratiques qui ont été modifiées vraiment sur le terrain. D'accord. Alors c'est vrai que cet enjeu de RSE, il est très prégnant en Europe. Il y a beaucoup de chantiers européens qui se passent en ce moment. Maintenant, la compétitivité, elle s'exerce à une échelle internationale. Fabrice Bonifay, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être compétitif pour une entreprise et sur quels critères est-ce que ça se joue ? Alors, la compétitivité, comme vous dites là, c'est de rester en vie déjà. C'est optimiste. C'est-à-dire que le vrai sujet aujourd'hui, j'entends que les RSE, ça va nous permettre de gagner plus. Bon, franchement, j'en sais rien. Je pense que surtout si les entreprises font correctement leur travail, c'est-à-dire intègrent mieux les enjeux de long terme dans leur business model, elles auront déjà une garantie de vivre plus longtemps. Et à mon avis, le premier objectif des entreprises, c'est de durer. Et l'argent, c'est un moyen de la durée. C'est pas une fin en soi. Et compte tenu des révolutions qu'il va falloir intégrer dans les 10 ans qui viennent pour prendre en compte ces fameux enjeux de long terme dont on parle depuis des années, et il y a quand même assez peu d'acteurs qui les prennent en compte, alors que maintenant on est quand même un petit peu au pied du mur. Je parle bien sûr de l'urgence climatique. Le vrai enjeu pour les entreprises, ça va être de démontrer à leurs parties prenantes, à commencer par leurs clients, qu'on ne peut plus continuer de faire du business comme avant. Et qu'il ne suffira pas simplement d'améliorer à la marge la façon de produire. Il va falloir tout changer sur la façon donc de créer la valeur et de rendre compte à ses parties prenantes. Et il va falloir le faire extrêmement rapidement, car les contraintes, les conséquences de notre inconséquence et de notre inaction chronique depuis des décennies
commence maintenant à conférer une certaine urgence dans l'action. Donc, pour moi et pour l'association que je préside, la RSE, c'est avant tout une assurance vie. Une assurance de rester sur le marché, sur nos différents marchés, mais en adoptant des comportements foncièrement différents. Donc, on pourra peut-être parler de la façon dont on doit reconfigurer les modèles d'affaires, qui est le cœur du système, car on ne fera pas de RSE en continuant le modèle d'affaires linéaire qui a été le nôtre jusqu'à présent, qui consiste en fait à exploiter des matières premières qu'on ne paye pas, avec une énergie extrêmement peu chère, et sans se préoccuper de la fin de vie de nos produits, et sans se préoccuper de la façon dont ils sont réellement mis en œuvre par la supply chain. Donc la RSE, c'est faire preuve de beaucoup plus de responsabilité en réalité. Pour revenir au sujet de la compétitivité, et on reparlera effectivement de ce que vous avez dit, Fabrice, dans un second temps, mais pour revenir un instant sur cet enjeu de compétitivité, aujourd'hui, l'atout français en termes de compétitivité, est-ce qu'on en a encore? Est-ce qu'on a un modèle à défendre? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire jouer sur la scène internationale, Stéphanie? Alors, je pense que c'est intéressant de revenir sur la notion de performance. Et j'abonde totalement à ce que vient de dire Fabrice. Et en fait, il va peut-être falloir intégrer aussi des temporalités un peu différentes dans notre appréhension de la performance. Et peut-être, on parle de capitalisme patient, de capitalisme responsable. Et il faut se rendre compte qu'il y a à la fois une urgence climatique et une urgence sociale qui doivent se soustraire à cette espèce de diktat de l'instantanéité et de retour. Qui ne sont pas perçus, ces enjeux car trop lointains, justement. Alors, qui ne sont pas perçus par trop lointains, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous parler quand même, de donner un petit peu une note d'espoir sur un des atouts phénoménaux de la France sur ces sujets-là. C'est l'innovation sociale et environnementale, parce que les deux sont liés. Donc, l'innovation sociale et environnementale, c'est quoi? Communément, il y a une définition qui dit que c'est une réponse à un besoin du marché qui n'est pas satisfaite ni par l'État, ni par le secteur privé, on va dire, conventionnel. Donc, en fait, ce sont des solutions et c'est une économie de proximité. Donc, ça touche le cœur des gens. Donc, si, je pense que c'est perçu. Et je vais vous citer peut-être deux exemples très précis pour éclairer nos éditeurs. On parlait ce matin, on reparle de tout ce qui est dépendance, autonomie, la grande loi qu'il devait y avoir. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2,4 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie. Il y en aura 3 millions en 2030, 4 millions en 2050. C'est un enjeu crucial. Et il y a un truc formidable qui s'appelle l'activité physique adaptée, donc en fait le sport, mais adapté, qui permet aux seniors de réduire le risque de chute et donc de réduire aussi les coûts d'hospitalisation. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour le bien-être de ces personnes, c'est du gagnant pour la société, parce que voilà, c'est pas une finalité que d'aller surcharger les hôpitaux. Et voilà, ça c'est une initiative comme Ciel Bleu, le groupe associatif Ciel Bleu qui fait ça. Et ça, typiquement, c'est une formidable innovation sociale. Voilà, et c'est performant. Et finalement, c'est une sorte de compétitivité interne au sein de la nation pour le bien-être de sa population. Alors, je ne sais pas si elle est interne, parce qu'après, elle peut irriguer et s'aimer. Nos talents en matière d'innovation sociale sont reconnus par des personnalités internationales comme Jérémy Rifkin, comme Mohamed Younous. On a parlé beaucoup du modèle des Jeux Paris 2024. Les Jeux olympiques et paralympiques les plus verts et les plus solidaires de l'ère olympique. Il y a un travail phénoménal qui est fait aussi au niveau des achats. J'entendais tout à l'heure Olivia Grégoire, la ministre de l'économie sociale et solidaire et responsable, parler de justement l'importance des achats. Je rappelle que les achats, c'est un acte politique. C'est un acte politique pour après impulser de nouveaux modèles. Donc non, ça peut irradier, au contraire. On a un modèle français formidable qui peut inspirer toute l'Europe. Alors, on avait effectivement Olivia Grégoire tout à l'heure qui disait que l'objectif, c'était pas non plus de régner seulement par la contrainte, même s'il y a effectivement énormément de régulation, de réglementation, de chantiers en cours à l'échelle européenne en ce moment. Vous, en tant qu'entreprise, est-ce que ce millefeuille, on va dire, pour être correct, de réglementation, c'est aujourd'hui un carcan, c'est aujourd'hui une source d'insécurité juridique pour l'entreprise, peut-être même de source de distorsion de la concurrence, ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez l'occasion de faire émerger des modèles vertueux et un avantage compétitif? Moi, je vois globalement aussi un signe d'espoir dans toute cette accélération, j'allais dire, et des réglementations, et des directives, et des notations.
En effet, en tant qu'entreprise cotée, on est aussi en interaction beaucoup avec des agences de notation qui de plus en plus en fait viennent chercher des critères extra-financiers et sur lesquels les investisseurs se penchent de plus en plus pour diriger leurs investissements. Et ça, c'est une excellente chose. Donc la réglementation, c'est plutôt une aide pour les entreprises à deux niveaux. D'abord sur les réglementations normatives, pour en effet pas créer de distorsion de concurrence, donc que ce soit la loi sur le devoir de vigilance par exemple. Olivier Grégoire tout à l'heure a parlé de toute cette réglementation sur la politique ESG des entreprises. Ça, c'est excellent parce que ça nivelle entre guillemets le terrain de jeu et on n'investit pas pour rien. Il y a quand même une reconnaissance et des obligations qui sont mises à chacun. Donc ça, je trouve ça très bien. Et puis il y a également la réglementation plus incitative comme la loi Pacte ou tous les systèmes autour de l'affichage environnemental par exemple dans notre secteur. Donc ça me semble être aller dans le très bon sens. Maintenant, l'entreprise ne peut pas attendre le temps de cette réglementation. Elle doit l'anticiper. D'abord parce qu'il y a une attente client qui est là déjà depuis longtemps. Vous savez, nous, on est une boîte de retail. Le retail, c'est des hommes pour des hommes. Donc, on a 8000 collaborateurs et plus de 10 millions de clients. Et cette attente, elle est là depuis longtemps. Ce besoin de sens, et il s'accélère. Et c'est tant mieux. Donc, nous devons être proactifs et anticiper cela. Et donc, l'ESG est au cœur de ce sens. Donc, c'est pour ça que je pense que la RSE, ce sera au cœur de la compétitivité demain, pour la préférence de marque, aussi pour l'attraction et la rétention des talents. Donc l'entreprise, à ce sens, doit être vraiment proactive et tant mieux, dans un temps 2, sera, j'allais dire, gratifiée et encouragée par la réglementation. Alors, les entreprises cotées sont soumises à tout un type de régulation, de réglementation, de reporting. Fabrice, je reviens vers vous. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, est-ce que justement la prochaine réforme d'envergure, ce ne serait pas celle de la manière d'aborder la performance, la comptabilité des entreprises, ce calcul de performance? Et si changement, pour quel modèle finalement? La mère des batailles, ça va être ça, parce que le sujet de la réglementation qui fait progresser les entreprises, oui et non, parce qu'en fait, si on regarde un petit peu depuis le temps que cette réglementation environnementale, je prends ce sujet, existe, est-ce qu'on a vu diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Non. Est-ce qu'on a vu la réduction des inégalités sociales à l'échelle planétaire? Non. Donc aujourd'hui, la réglementation des hommes, en fait, quand je dis des hommes avec un grand H, est absolument pas compatible avec les limites planétaires. Donc tant qu'on aura une réglementation qui n'est pas compatible avec ces limites, on ne pourra pas avoir de business model qui seront configurés pour être durables. Là-dessus, la réglementation est très très en retard et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit la personne précédente en disant que les entreprises qui veulent véritablement apparaître comme responsables aux yeux de leurs parties prenantes doivent aller bien au-delà de la réglementation parce que la réglementation, c'est toujours la voiture balai du système. Alors, les entreprises ont intérêt à comprendre qu'elles ont intérêt d'avoir une réglementation forte, une régulation forte, et en attendant de l'avoir, d'utiliser des outils qui deviendront la régulation, parce que finalement, c'est toujours les pionniers qui créent la régulation qui arrive derrière. Le système est fait de telle manière que c'est toujours un système de voiture-balai, en fait. Et donc, on a besoin maintenant dans les entreprises de mettre en place le plus vite possible un système de comptabilité du triple capital. Est-ce que vous pouvez rappeler juste ce que c'est rapidement ce système de comptabilité au triple capital? C'est très simple. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont un système comptable qui leur permet de maintenir leur capital financier, ce qui est très bien, avec un système comptable vieux de plusieurs centaines d'années. En revanche, on sait qu'une entreprise ne crée de la valeur qu'avec des matières premières, de l'énergie et des machines, et un peu d'intelligence humaine quand même. S'il y a moins de matières premières, si les écosystèmes sont dégradés, s'il y a moins d'énergie, et il va y avoir beaucoup moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie dans les années qui viennent, si on veut réellement attaquer le problème de l'urgence climatique qui est le problème numéro 1, forcément, on va rentrer dans une économie sous contrainte et préserver le capital naturel, ça veut dire intégrer les sommes qui sont nécessaires pour sa préservation, sa restauration et sa reconfiguration. Donc, ça veut dire, lorsqu'une entreprise utilise massivement des matières premières, et toutes les entreprises utilisent des matières premières, le régulateur devrait ou va, tôt ou tard, lui demander comment l'entreprise provisionne les sommes qui sont nécessaires pour les préservations de ces ressources naturelles, ce que personne ne fait aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça va notablement réduire la rentabilité des entreprises, mais ça va leur permettre d'assurer leur pérennité. Donc, il faut mettre en place absolument ce type de comptabilité et que les entreprises rendent compte à leurs parties prenantes, in fine, de la façon dont elles préservent le capital naturel
au même niveau de précision qu'elles préservent leur capital financier, c'est-à-dire au coût de maintien, et de mettre au passif du bilan toutes les sommes qui vont être nécessaires pour la restauration notamment du système climatique, c'est-à-dire donner un coût au carbone, tout simplement, hein, notamment dans les transactions B2B. Tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on considérera que les matières premières sont gratuites parce que données par la nature, que l'énergie est une externalité finalement mineure par rapport à tout le reste, alors que sans énergie, on ne fait rien. On voit que dans les chiffres d'affaires des entreprises et dans les coûts des entreprises, le coût énergétique reste extrêmement minime. Par contre, si on enlève l'énergie, si on doit payer pour les externalités négatives en relation avec la consommation énergétique, eh bien là on voit que la performance de l'entreprise n'est plus du tout la même. Donc aujourd'hui en fait on a une vision tronquée de la performance des entreprises parce qu'on ne regarde qu'une partie de la performance, que la partie financière. On ne regarde pas la performance environnementale ni sociale globale. Et c'est là qu'on se ment en soi-même. Pour prendre un exemple, on voit bien aujourd'hui que les entreprises qui sont les plus grandes prédatrices de ressources sont celles qui gagnent le plus d'argent. Est-ce que ça va apparaître comme normal dans le futur? Ben non, ça va apparaître comme complètement anachronique. Donc il est vraiment important dans les 10 ans qui viennent, pour les entreprises qui voudront apparaître réellement comme responsables, d'adopter un autre système comptable qui est le seul, la comptabilité triple capital, qui est le seul qui amènera à une véritable appréciation globale de la performance de l'entreprise. Alors je vois Stéphanie acquiescer grandement à ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça c'est réalisable et c'est faisable à condition évidemment que tout le monde adopte cette comptabilité, non? Non. Peut-être Stéphanie, je crois que cela est très tentée par vous apporter une réponse. Oui, il ne faut pas attendre que tout le monde le fasse, parce que ça, si vous attendez que tout le monde le fasse, personne ne le fera. L'humanité ne s'est jamais construite sur de l'unanimité, ça ne marche pas, surtout dans ce domaine-là. Il faut que les pionniers, ceux qui sont les plus courageux, les plus lucides, mettent en place, et ensuite les autres suivront comme d'habitude. Mais d'attendre l'unanimité pour le faire, comme c'est le cas avec la réglementation, on est sûr que ça ne fonctionnera jamais. On en avait parlé, Ingrid, c'est moi aussi mon dada, mais Fabrice défend ça avec tellement de passion que voilà, tant mieux. Moi, je crois qu'il y a pour changer de modèle, il faudra changer de mesure. Et donc oui, bien sûr, il faut, entre guillemets, modifier, transformer, j'allais dire attaquer, mais c'est une attaque pacifique, le cœur, en fait, de nos outils de mesure qui sont la comptabilité, effectivement, la comptabilité triple capital. Nous, on a coutume de dire que notre définition de l'impact, c'est une triple performance économique, sociale, environnementale. Les trois sont imbriqués, ils sont indissociables si on veut durer. Hein. Et puis, voilà, on va rappeler qu'effectivement, l'économie à la base, la définition, c'est l'administration, les règles de la maison. C'est quelque chose qui doit être proche de nous. Voilà, mais c'était pas ce sur quoi vous vouliez tout à fait m'interroger, mais je rebondissais, je ne peux pas m'en empêcher, sur la compta triple capital, qui effectivement est un outil formidable. L'extra-financier qui était défendu là, suite au Green Deal, ce que présentait Pascal Canfin, ce dont a parlé Olivia Grégoire, je crois aussi tout à l'heure, c'est une première étape. L'extra-financier à côté, mais la cible, c'est d'intégrer ces indicateurs pour qu'ils deviennent aussi avoir autant de poids en fait que les indicateurs financiers classiques. Mais après, il y a un véritable enjeu de leadership. D'ailleurs, ce sera l'enjeu de thématique plus tard dans l'après-midi. Mais si demain, ce sont les États-Unis qui imposent leurs critères, leurs déterminants, et on voit que les États-Unis... Pourquoi ce serait les États-Unis ? Justement, est-ce qu'il n'y a pas une question de leadership ? Et est-ce que la France aussi, qui a des ambitions en la matière, peut prendre un peu ce leadership sur ces sujets ? Tout à l'heure, moi, je disais, en tout cas, sur mon sujet de prédilection, qui est celui de l'innovation sociale et environnementale, la France a, je ne sais pas si c'est un leadership, mais en tout cas un formidable capital et un véritable rayonnement. Je pense que c'est très intéressant aussi de parler de toutes les alliances qui peuvent se construire avec un triptyque gagnant. On l'a vu pendant le premier confinement et là pendant la crise. Le triptyque gagnant, c'est quoi ? C'est pouvoir public plus grands groupes ou économie, on va dire, dite conventionnelle, même si j'aime pas ce terme, plus des innovateurs sociaux. Hein. C'est d'avoir, tout à l'heure, Julie parlait de ce qui se passe aussi sur le terrain, comment vous avez transformé avec vos agents dans les magasins votre modèle. C'est d'avoir toujours ces interactions, ces flux, en fait, entre de l'autorité publique, des acteurs du privé, des innovateurs. Et ça, on est très bon. Je vous cite un exemple, la joint venture sociale. Vous savez ce que c'est, le modèle de la JV sociale, la joint venture sociale ? Rappelez-nous, je préfère que vous soyez vous qui l'expliquiez. Un métier en tension, comme le BTP, où il y a, du coup, un besoin de formation, mais on n'arrive pas à trouver les talents nécessaires, les recrues nécessaires. Donc, en l'occurrence, c'est Vinci, pardon, c'est pas Bouygues, mais Vinci
Vinci s'est allié avec un chantier d'insertion qui s'appelle ARES. ARES, son talent, c'est d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi pour savoir les former. Et donc, ils ont fait une joint venture sociale. Et du coup, il y a des personnes qui ont retrouvé un boulot, qui tout de suite sont embauchées et ça devient pérenne. C'est-à-dire que l'insertion par activité économique se transforme après en un CDI, en un boulot pérenne. Ça, c'est encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est de la performance économique, sociale, environnementale. Voilà. Donc, vous parlez du temps des actes. C'est, je crois, aussi le fil rouge de la journée. Donc là, on a tous les ingrédients par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu des alliances intéressantes qui se sont construites. Il y a des fonds. C'est ça aussi qu'il faut répéter. Il y a des fonds, il y a le plan de relance de 100 milliards d'euros, le plan européen, il y a des fonds privés. On a l'impression que l'argent coule de partout là, de l'impact investing. Il faut que ces fonds aillent en fait dans les projets de transformation sur les territoires, les projets à impact qui sont les projets de la vraie performance durable. Performance, justement, Julie, je reviens à vous. On en parlait en entrant dans cette pièce. Une entreprise n'est viable qu'à condition, évidemment, d'avoir une performance économique. Vous, au quotidien, comment est-ce que vous conjuguez cet impératif de performance? En plus, on sort d'une période de crise, qui n'est d'ailleurs peut-être pas terminée, avec la responsabilité que vous voulez embrasser aujourd'hui en tant qu'entreprise. En effet, je pense qu'il serait naïf de penser qu'avoir un agenda ESG ambitieux nous dédouane de la performance économique et nous dédouane du temps court. Donc, c'est à nous, chefs d'entreprise et acteurs de l'écosystème, et je vais y revenir dans un instant, de combiner ça de façon un peu intelligente et parce qu'il y a en effet une phase de transition pour aller derrière avoir les bénéfices de ce qu'on disait tout à l'heure, la préférence de marque, le talent en entreprise, etc. Maintenant, je reprends ce qui a été dit. En effet, il faut qu'on n'attende pas que tout le monde bouge pour commencer à bouger, sinon chacun va se regarder et attendre que l'autre fasse le premier pas. Pour autant, on a quand même besoin d'une masse critique, n'est-ce pas? Un acteur économique, quel qu'il soit, ne peut pas agir seul. Si je prends le cas de Maisons du Monde, eh bien Maisons du Monde, c'est des collaborateurs, c'est des clients qui ont certaines attentes. Par exemple, oui, ils veulent plus de durabilité, mais ils veulent aussi des prix raisonnables. C'est aussi des investisseurs et derrière, c'est des partenaires. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait des écosystèmes qui bougent. Donc, oui, on croit de plus en plus aux alliances. Nous, dans le cas de Maisons du Monde, on a organisé juste avant le Covid un grand événement aux arbres, puisque l'objet de la fondation, c'est de soutenir l'arbre et la forêt, qui a réuni 5000 personnes cross-sectorielles avec plein d'entreprises, des acteurs locaux, des collaborateurs, des clients, pour justement se dire comment ensemble, cross-secteur, on peut faire avancer une cause. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas encore assez de ponts, pas encore assez de dialogue, aussi sur le terrain, parce qu'on parle souvent des partenariats entre les collectivités, les autorités et les grands groupes. Mais moi, je suis une PME, puisque on est encore une petite entreprise en région, puisque nous sommes à Nantes. Et je crois qu'il y a beaucoup de forces vives sur le terrain. Ces petites entreprises comme nous et celles plus petites encore, elles ont cette incroyable agilité, cette incroyable capacité d'innovation. Et je crois qu'on ne fait pas appel encore suffisamment à ces énergies du terrain qui, pour autant, pourraient nous faire aller très vite. J'entends région, j'entends territoire. Est-ce que cette reterritorialisation, c'est pas évident à dire, mais qui est une des thématiques de la relance aussi, c'est un moyen d'acquérir cette compétitivité? Oui, si les clients suivent, et donc c'est là qu'on va dire les consommateurs sont aussi des consommateurs. On va citer un très bel exemple, par exemple, à Romans-sur-Isère. Vous savez, c'est la capitale nationale, le savoir-faire français de la chaussure. Et il y a quelques années, la dernière usine Charles Jourdan ferme, donc vous imaginez la catastrophe à la fois économique et humaine. Et il se trouve qu'un groupe qui s'appelle le groupe Archer a repris la dernière usine, a remonté tout ça. Et aujourd'hui, il y a 1000 salariés, ils viennent de lancer une gamme tendance de sneakers avec une autre marque, et donc le tissu se revitalise. Donc oui, c'est possible. Après, il faudra aussi payer le vrai coût des choses, le coût économique, social, environnemental. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le temps long. Je voudrais juste revenir sur un tout petit aparté, parce que sinon, je ne vais pas le faire et je m'en voudrais cruellement, parce que ça me tient à cœur. C'est à la fois, ça parle de l'avance française, de l'Europe et de la RSE. Un élément très important à la RSE, c'est ce qu'on appelle la diversité, la mixité, la parité. Donc, il s'est passé quelque chose de très intéressant il y a une semaine à l'Assemblée nationale. Donc, nos députés ont voté
une loi pour légiférer, pour qu'il y ait des quotas dans les comités exécutifs. Donc effectivement, avec cette idée qu'il y a eu un succès avec la loi Copé-Zimmermann, il fallait le reproduire, ça avait fonctionné. Les quotas sont un mal transitoire, mais nécessaire pour qu'il y ait plus de femmes dans les comités de direction. Donc ça, super formidable. Et là où il y a peut-être moins d'actes, c'est que on a appris, je pense que c'était hier ou avant-hier, que Danone serait dirigé par un homme, qui est sûrement très bien, moi je dis rien là-dessus, mais donc sur les 6 nominations qu'il y a eu au CAC 40 depuis le début de l'année, 0 femme. Voilà, les discours, les actes. Et en quoi on peut faire le lien avec l'Europe, c'est que vous avez entendu parler sûrement du fameux Sofa Gate avec monsieur Charles Michel. Et là, ce qui est formidable, c'est que maintenant, monsieur Charles Michel a une très belle responsabilité sur l'épaule. Il veut relancer apparemment une directive sur la place des femmes, donc directive européenne sur la place des femmes dans le conseil d'administration. Eh bien, monsieur Charles Michel, si vous nous entendez, on compte sur vous. Vous avez une seconde chance. Allez-y. Voilà, l'Europe sociale, c'est ça aussi. L'appel est lancé. Alors, je vais maintenant me tourner vers le seul homme de notre plateau, Fabrice. Je voudrais parler, avant qu'on se quitte, de votre livre. Je vois qu'il est en fond d'écran. L'entreprise contributive, cette entreprise contributive, qu'est-ce que c'est? Et finalement, est-ce que c'est là où se rejoignent ces enjeux de responsabilité et de compétitivité? Est-ce que c'est là le secret? Alors, Fabrice, on ne vous entend plus. Non. On a essayé avec Céline Puffardi-July d'écrire un manifeste engagé, mais qui est aussi un manifeste méthodologique pour accompagner les entreprises qui veulent réellement devenir responsables, et bien de les accompagner sur leur parcours initiatique. Et on s'appuie là-dessus sur non pas simplement nos convictions, mais aussi sur le savoir-faire d'entreprises pionnières qui, depuis plusieurs années déjà, ont adopté des modèles d'affaires véritablement responsables et pas greenwashing. Donc, il y a 5 piliers dans l'entreprise contributive. Le premier résume vraiment l'essentiel du livre, c'est de comment configurer un modèle d'affaires en respectant les limites planétaires. Donc déjà, c'est renseigner sur quelles sont ces limites planétaires, quels sont les effets de seuil qu'il ne faut pas dépasser. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris quand même l'essentiel de ce que l'entreprise peut produire comme impact négatif en relation avec son modèle d'affaires, les fameuses externalités. Donc, une fois qu'elle a compris ça, l'entreprise comprend tout de suite que tout se passe dans le modèle, et donc de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Et circulaire surtout pas basé sur le recyclage, mais basé sur la fonctionnalité, bien sûr, basé sur le réemploi, basé sur la vente de l'usage, parce que c'est ça qui permettra de faire baisser la pression sur les ressources, et car c'est les ressources qu'il faut absolument préserver dans les mois et les années qui viennent. Ça va nécessiter bien sûr de revoir complètement le système de management parce qu'il va falloir innover à tous les étages, innover dans le système de commercialisation, dans le système marketing, dans la relation client. Donc pour ça, il faut absolument mettre en place un système de management responsabilisant qui fait confiance aux collaborateurs et enfin, bien sûr, adopter une nouvelle métrique de la performance. Comment on va mesurer la performance, pas simplement sous l'angle financier, vous avez compris, mais aussi sur les aspects extra-financiers et la valorisation du capital immatériel. Donc c'est difficile de résumer un livre en 5 minutes, mais ce livre, il est extrêmement pratique, il est bien écrit, je pense. Il est instructif pour les entreprises qui vont vouloir s'interroger réellement sur leur pérennité à l'horizon de quelques années maintenant, car les chocs systémiques qui s'annoncent vont être autrement plus brutaux que ce que le Covid-19 vient de nous faire vivre. Donc, il faut s'y préparer et l'entreprise contributive peut leur donner un nouvel espoir pour maintenir en vie leur entreprise. Alors j'ai l'impression que vous prêchez des convaincus sur le plateau. J'ai vu beaucoup d'acquiescements. Julie, vous voulez réagir peut-être? J'ai vu que vous oui, en effet, avoir conscience de ces externalités de façon très rationnelle et objective est à mon sens vraiment la première étape. Aujourd'hui, Maison du Monde, 90% de sourcing Asie, on se dit comment une entreprise comme ça peut-elle se proclamer responsable ou en voie de responsabilité? En fait, quand on fait le diagnostic total, donc le fameux scope 3, on se rend compte que le transport d'Asie à l'Europe, c'est 10% de l'empreinte carbone de Maison du Monde, parce qu'on est sur le transport bas carbone qui est le bateau. 70%, c'est exactement ce qui a été dit, c'est vraiment le carbone qui est piégé ou produit par la matière, donc nos produits, à la fois la façon dont ils sont constitués et la façon dont ils sont gérés tout au long de leur cycle de vie. Donc nous focalisons notre action sur ces 2 trucs. 1, l'éco-conception et l'emploi de matières recyclées dans notre offre pour qu'elle utilise moins de matière, de la matière plus responsable et de sources secondaires. Et deuxièmement, s'assurer en effet qu'on va vers plus de réparabilité, vers plus d'économie circulaire. En agissant là-dessus, sur ces 2 choses, on agit sur 70% de notre empreinte.
Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est de la rationalité, de l'objectivation pour se dire, au-delà des fantasmes et de toutes ces choses, effectivement, qui peuvent amener à du greenwashing, véritablement, ce sur quoi on peut faire une différence. Oui, c'est intéressant parce qu'on a à la fois un côté assez théorique et un retour vraiment pratique avec vous. Donc c'est intéressant d'avoir ce double aspect. Stéphanie, on a quelques minutes si vous le souhaitez réagir également à ce propos avant de se quitter. Alors je suis sûre que le livre est très bien et du coup j'espère qu'on aura un exemplaire dédicacé toutes les deux sur le plateau avec Julie, enfin toutes les trois, avec Ingrid aussi, on ne va pas exclure Ingrid. Mais j'ai eu mon exemplaire. Voilà, déjà elle est pistonnée. Non mais moi je voudrais peut-être revenir sur le lien, sur la question de la mesure pour parler aussi de tout ce qui est objectif du développement durable, ODD, parler des indicateurs alternatifs au PIB, parce qu'on dit comment on peut influencer l'Europe. Alors les ODD, c'est l'ONU. C'est l'ONU, tout à fait. Les indicateurs alternatifs au PIB, ils ont été mis en place en France par le Conseil économique, social et environnemental et par France Stratégie. Et c'est des indicateurs qui sont extrêmement palpables sur le taux d'artificialisation des sols, par exemple, et beaucoup plus palpables à mon sens que le PIB. Pourtant, j'ai fait des études de commerce économique, mais ça m'a toujours paru assez abscon, en fait. Et du coup, là encore, je voudrais plaider là-dessus et dire que on peut influencer, en fait, en ce moment, sur tout ce qui va être les normes comptables, les normes extra-financières. C'est ça qui fera le basculement systémique. Donc, il faut absolument que les citoyens s'en emparent aussi de ces sujets, que ça reste pas quelque chose de hauts fonctionnaires européens, même s'il y a des gens très bien comme Pascal Canfin qui travaillent là-dessus. Il faut que nous tous, on se rende compte qu'il y a un enjeu sur le modèle qu'on veut, quelle société on veut, quel type de croissance ou de prospérité on veut. Et encore une fois, je me répète, mais pour changer de modèle, il faudra changer de mesure. Donc voilà, oui à la comptabilité triple capital. On n'a pas parlé, est-ce que dans ces nouveaux enjeux, nouveaux critères, nouveaux indicateurs, est-ce qu'il faut prendre aussi en compte la biodiversité et comment est-ce qu'on peut faire au travers de nouveaux outils de mesure pour prendre en compte des choses qui aujourd'hui semblent encore tellement abstraites ? Elle est dans les indicateurs, les 10 indicateurs alternatifs au PIB. Il y en a un sur la biodiversité. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais je sais que c'est un sujet qui est traité. Et vous avez tout à fait raison de le rappeler. Je pense que ce qui est compliqué dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup en réactif, beaucoup en instantanéité, alors que les problèmes sont complexes et systémiques. Et c'est pour ça qu'il faut ces alliances entre des divers univers. Et donc là, l'avantage, c'est plutôt d'avoir un seul truc qui est le PIB. Là, il y en a 10, au même titre qu'il y a 17 objectifs du développement durable, par l'ONU. Nous, on travaille là-dessus au French Impact en partenariat avec l'OCDE pour voir justement comment on peut essayer d'avoir des référentiels. Donc, c'est plus sur l'économie sociale et solidaire, des référentiels communs qui seraient comment on peut appliquer les ODD, comment on peut lier ces indicateurs un peu macro à une économie de territoire. Et je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer, mais au contraire voir comment on peut créer ces passerelles. Très bien, ce sera le mot de la fin. Indicateurs communs, passerelles, nouveaux écosystèmes, nouvelles alliances. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter ces débats en replay sur latribune.fr et en podcast sur Spotify.